Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Est-ce le signe d'une régression barbare? On va revenir longuement aujourd'hui sur les violences faites aux femmes à travers deux témoignages. D'abord celui de Claire Géronimi, violée par un OQTF dans le hall de son immeuble il y a 2 ans. Son agresseur a été condamné vendredi. On y reviendra avec elle en plateau, puis ensuite avec l'ancienne ministre Marlène Schiappa, rare politique et figure féministe à avoir exprimé son soutien aux victimes dans cette affaire. Et on verra pourquoi, on essaiera de comprendre pourquoi il y a eu si peu de soutien dans cette affaire. Autre crime, autre victime, autre témoignage, celui de l'avocate de la famille de la jeune Shaina, violée, tabassée, tuée, brûlée. C'était en septembre 2019. Les dernières condamnations sont récentes. L'avocate met en cause les défaillances de l'autorité judiciaire. On y revient, là aussi, dans ce nouveau numéro de Point de vue. Bonjour Claire Géronimi. Bonjour. Je suis désolé de vous poser cette question parce que j'imagine que tout le monde vous la pose, mais c'est finalement quand on vous entend, quand on vous regarde, quand on a suivi cette affaire, votre affaire, c'est la question qu'on se pose. Comment allez-vous ? Écoutez, ça fait 2 ans du coup maintenant que je me bats. Je me suis faite violer le 11 novembre 2023. Donc il y a eu un parcours qui a été fait, un parcours de reconstruction ou de pré-reconstruction si je puis dire. Là, enfin, le procès vient de terminer du coup vendredi dernier. C'était le 26 septembre. Écoutez, ça va, c'était éprouvant, mais encore une fois, je suis soulagée que mon histoire soit reconnue enfin par la justice. Craignez-vous un appel aujourd'hui ? Je ne pense pas que mon agresseur puisse faire appel parce que la justice a bien montré que dans tous les cas, c'était un profil qui était récidiviste. Je pense qu'il l'a compris. Et encore une fois, normalement, il aurait pu écoper jusqu'à 20 ans de prison. La justice a fait en sorte de mettre 18 ans justement pour qu'il évite de faire appel. Je pense qu'il peut peut-être faire appel concernant l'ITF, l'interdiction du territoire français, où je pense qu'on reviendra dessus justement par la suite. Justement, c'est l'une des questions. Enfin, continuez. Et puis justement, je reviendrai sur la question de l'ITF ensuite. Où tout simplement, du coup, il y a eu il y a eu la peine prononcée qui est de 18 ans, et également après l'ITF, du coup, qui est une décision pénale qui est plus forte que les OQTF, parce que du coup, cette décision pénale judiciaire passe au sein d'un tribunal, et après, ça s'applique bien sûr administrativement au moment où il purge sa peine, mais en tout cas, c'est vraiment une décision qui est beaucoup plus forte, on va dire, une décision d'obligation de quitter le territoire. Justement, est-ce que vous croyez vraiment qu'à l'issue de ces 18 ans de prison, votre agresseur sera renvoyé en Centrafrique ? Je pense qu'il faut quand même l'espérer. Il faut l'espérer parce que la justice a été irréprochable, en tout cas pour ce procès. Au vu de son profil, c'est quand même un profil qui est c'est un multirécidiviste parce qu'il y a eu quand même 11 condamnations à son actif depuis qu'il est arrivé en France, c'est-à-dire depuis 2009. Donc, en plus de ça, il a été classé comme serial violeur, si je ne puis dire, dans les fichiers de l'État. Et en sachant qu'en plus de ça, il n'a pas de travail, il était SDF à l'époque. Il n'a aucun point d'accroche aujourd'hui en France. Et en plus de ça, son avocat a plaidé pour justement qu'il ait cet ITF, parce que c'était la plus belle chose qui pouvait lui arriver aujourd'hui. Donc j'espère que en fonction aussi des relations qu'on peut avoir avec son pays d'origine, donc c'est-à-dire la République centrafricaine, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais encore une fois, beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Vous venez de le dire, la justice a été irréprochable, c'est ce que vous avez confié également à nos confrères du JDD. En quoi l'a-t-elle été dans votre cas ? Parce que qu'il puisse écoper de 18 ans de prison, que la justice reconnaisse également tous les faits qui Mathilde, l'autre victime, et moi-même ont pu subir, on a pu subir parce que du coup on était, pour rappeler justement aux personnes qui nous écoutent, on était deux victimes ce même jour, ce 11 novembre 2023, à 1 heure d'intervalle par cet homme. Donc je pense que 18 ans, c'est en moyenne normalement on
de ce qu'on a cru comprendre, de ce que mon avocat a pu me dire, c'est en moyenne, ce type d'agresseur-là peut écoper de 13 ans de prison. Donc je pense que la justice a vraiment bien fait son travail. Et c'est vraiment un message fort, en tout cas, que la justice aujourd'hui envoie à toutes les autres victimes qui peuvent avoir justice par la suite. Pourquoi dites-vous que le plus difficile au cours de ces 3 jours, c'est d'avoir entendu le témoignage de l'autre victime de votre agresseur, Mathilde? Parce que je pense qu'on se compare forcément, on est obligé de se comparer, comme lorsque Philippine est malheureusement a été violée et décédée. Là, on était ensemble, en tout cas, si je reviens à Mathilde, on était ensemble dans ce tribunal, on était soudés. Mathilde aurait pu être ma petite sœur parce qu'elle avait 18 ans au moment des faits. C'est une jeune femme qui est extrêmement forte et qui a réussi pendant ces 3 jours à affronter avec brio cet homme qui arrêtait pas de nous lâcher qui nous lâchait pas du regard justement. Et que vous n'avez pas lâché du regard. Et que je n'ai pas non plus lâché du regard parce que je pense qu'il fallait lui montrer qu'il nous avait pas détruites. Mais en tout cas, je sais que Mathilde, c'était quand même très dur pour elle. C'est une jeune femme qui forcément était en études aussi, qui a vu toute sa vie bouleversée. Et forcément qu'on se transpose, c'est sûr et certain. Vous a-t-elle remercié justement? Vous en a-t-elle voulu d'être montée au créneau? Ça a été compliqué, je voulais pas que Mathilde soit effacée. Encore une fois, moi j'ai décidé de médiatiser mon affaire parce que je trouve qu'il y avait de réelles injustices, que ce soit l'injustice du viol, de ce viol sauvage qu'on a pu subir, mais aussi l'injustice que notre agresseur était encore sur ce territoire français parce qu'il avait déjà 3 OQTF à son actif. Mathilde, elle, a fait le choix de ne pas en parler. Et encore une fois, elle a quand même réussi à en parler à la fin du procès, à dire un petit mot de soulagement, je pense, pendant la fin du procès. Donc, c'était compliqué pour elle de trouver sa place aussi. Encore une fois, avec l'association que j'ai créée, Éclat de Femmes, on a essayé de lui redonner sa place aussi. On a fait un mouvement de soutien le mercredi matin où on a aussi mis son prénom. À chaque fois que je prends la parole, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit la mieux mise en avant et de ne pas l'oublier en tout cas. Comment, juste une question, on a entendu à un moment dans le procès l'agresseur dire qu'il avait, de mémoire, eu une voix. Est-ce que vous croyez à la folie? Est-ce que vous avez craint qu'il plaide la folie dans ce procès? Alors, je pense qu'il l'a essayé, bien sûr, mais au vu des expertises psychologiques qu'il a pu avoir, et également des auditions qu'il a pu avoir, de toutes les autres expertises psychologiques déjà avant cette condamnation, il a bien été identifié comme non personne, on va dire, atteint de troubles un peu psychologiques. Après, encore une fois, je pense que c'est une personne qui est dénuée d'empathie. Il s'est pas du tout excusé. Il a essayé de s'excuser le dernier jour. Il a essayé d'avoir des mots pour nous, des choses un peu lunaires, comme quoi. Juste après les plaidoiries. Exactement, juste après la plaidoirie de son avocat, pour essayer de, je pense, sauver sa peau, pour gagner 1 ou 2 ans de prison. Mais dans tous les cas, il savait déjà que c'était peine perdue. Et puis, je pense que c'est un profil. En tout cas, c'était pas possible qu'il soit jugé, qu'il finisse en hôpital psychiatrique. Ça, c'est sûr et certain. Comment vous vous reconstruisez? C'est très long, à la fois. La reconstruction, je pense, ça passe par un réel suivi psychologique. Moi, ma reconstruction passe par l'aide que je peux apporter aux autres, avec l'association que j'ai pu créer, Éclat de Femmes, le fait d'être une lanceuse d'alerte aussi sur ces sujets-là. Aujourd'hui, avec mon association, on accompagne toutes les victimes d'agressions sexistes et sexuelles. Encore une fois, je pense que c'est comme ça que je peux me reconstruire, en mettant mon histoire également dans le débat politique. C'est, à mon sens, que comme ça qu'on peut faire avancer les choses, et c'est comme ça que je me reconstruis. Mais bien sûr que la reconstruction est longue, d'un point de vue même personnel. La relation que je peux avoir avec les hommes, c'est quelque chose qui est très compliqué encore aujourd'hui, et forcément que je suis pas sûre que ça soit dans tous les cas déjà de 1 linéaire et de 2 une reconstruction qui soit totale. Envisagez-vous d'autres actions judiciaires? Vous en vouliez à l'État de ne pas avoir protégé, que justement l'ordre de quitter le territoire français n'ait pas été exécuté.
Pour le moment, déjà, j'attends de pouvoir avoir cette reconstruction un peu plus intérieure par le procès, commencer à assimiler que mon agresseur et que cette histoire soit reconnue par la justice. On verra dans un second temps si je veux condamner l'État. En tout cas, déjà, pour le moment, en tout cas, c'est pas totalement prévu, non. Hormis les Amis d'Éclat de Femmes, donc l'association et le podcast qu'on recommande bien évidemment, que vous avez créé, et Éric Ciotti, le président de l'UDR, dont vous êtes vice-présidente, avez-vous reçu des soutiens ? J'ai reçu, on va dire, ça a été assez compliqué, j'ai reçu des soutiens de beaucoup de personnes qui, que ce soit mes proches bien sûr, mais des soutiens de personnes qui étaient dites de droite. Des associations féministes aussi dites de droite. Mais malheureusement, j'ai beaucoup cherché le soutien, que ce soit des associations féministes dites plus centristes ou de gauche. Et je me suis même fait attaquer quand j'ai commencé à parler de mon agresseur, comme quoi il était sous OQTF. Est-ce que vous avez reçu une fin de non-recevoir ? Ouais, bien sûr. J'ai essayé de contacter des personnes, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas répondu. Je pense que la seule personne qui aussi, en tant que politique, qui a pu être au gouvernement, qui a bien voulu échanger avec moi et qui m'a énormément soutenu en tant que femme à femme, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, justement, va nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va y revenir, et notamment avec Marlène Schiappa, pour justement éclaircir d'autres aspects de cette affaire, y compris cette question des soutiens. En attendant, je vous propose d'écouter ou de réécouter, et on y reviendra juste après, l'analyse de Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la justice que nous avons justement rencontré le matin de l'ouverture de votre procès. Il répond aux questions de Timothée Delem et de Camille Jaïr. En l'occurrence, un viol commis avec arme, sous la menace d'une arme, c'est 20 ans de prison, c'est la peine qui est encourue. On espère le maximum, on espère 20 ans de prison. Malheureusement, vous savez qu'en France, les peines maximales sont rarement prononcées, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on espère. Et on espère aussi une interdiction du territoire, puisque donc c'est une sorte d'OQTF améliorée, plus exécutée que les OQTF. Mais cette personne était déjà sous le coup de 3 OQTF, après 11 condamnations. Et vous savez que la justice a la possibilité de prononcer donc ces ITF, ce qui sont ces OQTF améliorés, elle ne l'a pas fait en 11 condamnations. Or, ça aurait été largement possible. Donc nous espérons en tout cas avoir une condamnation très ferme en termes de prison pour protéger, pour reconnaître le préjudice qui a été subi et le crime qui a été subi, mais aussi une expulsion automatique par l'ITF à l'issue. Et ça, c'est les juges qui pourront en décider. Et cette donc interdiction du territoire français a été prononcée à l'issue de ce procès. Vous dites encore non, pardon. Il y a une possibilité, c'était la question que je voulais vous poser, Claire Giannini, que cette ITF finalement et cette expulsion vers la Centrafrique soit faite au cours de la détention de votre agresseur. Est-ce que vous y verriez un inconvénient ? C'est assez compliqué de se positionner sur ce sujet-là parce qu'à la fois en tant que victime, on a quand même envie que il puisse purger sa peine en France, parce que forcément que quand il rentre dans son pays, on n'a plus du tout la main de savoir ce qui va devenir de lui. Encore une fois, comme il y a une sûreté de la moitié de la peine, donc c'est-à-dire de 9 ans, je suis déjà sûre à 100% qu'il pourra faire ses 9 ans en France. Après, à la suite, encore une fois, j'entends et je pense que s'il est expulsé par la suite, c'est très bien aussi. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a marqué, touché dans l'histoire de Claire et Mathilde ? Beaucoup de choses, c'est difficile de faire la liste. D'abord, je dirais le courage de Claire qui... Je te regardais t'exprimer et je trouve que c'est un courage remarquable que de parler de ce qu'on a vécu intimement et de dire justement, vous savez, il y a un vieux slogan féministe qui dit « la honte doit changer de camp ». Mais c'est un slogan et aujourd'hui, Claire, en prenant la parole, montre que ce n'est pas à elle d'avoir honte. Et j'ai été très marquée par cette phrase que tu as prononcée en disant « je voulais lui montrer qu'il ne m'avait pas détruite ». Et je trouve que c'est ce qu'on voit avec ce combat que tu mènes depuis maintenant 2 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de courage, beaucoup de sincérité et puis
un attachement. Voilà, tu disais de Mathilde, ça pourrait être ta petite sœur. Moi, je t'ai souvent dit, tu pourrais être ma petite sœur, même ma fille. Et je trouve que son histoire est tellement à la fois terrible et elle la raconte avec tellement d'élégance et de dignité qu'on ne peut que être en soutien. J'ai honte du peu de soutien. C'est ce que vous avez écrit sur Instagram, que tu as reçu, en vous adressant à Claire, des réseaux féministes de gauche pour avoir nommé l'identité du violeur. Bien sûr. Justement, Anne-Cécile Meffer, qui est présidente de la Fondation des femmes, qui est donc une figure du féminisme, a répondu indirectement dans une vidéo à cette accusation. Je vous propose de l'écouter, on y revient. Et je soutiens là en ce moment, en tant que victime, évidemment, Claire et Mathilde, qui sont en ce moment même devant la cour criminelle départementale. Et je les soutiens parce que les destins de toutes les femmes sont liés et que toutes les violences masculines doivent être dénoncées, où qu'elles se déroulent et par qui que ce soit, qu'elles soient commises. Donc, il y a eu quand même un soutien de la part de la Fondation. Cette partie-là de la vidéo, moi, je la trouve très bien. Si c'était la totalité de la vidéo, ce serait formidable, sous le contrôle de Claire, puisque c'est d'elle dont il s'agit, et de Mathilde, bien sûr. Mais pour moi, le problème, c'est toute la partie avant de cette vidéo, dans laquelle Anne-Cécile Meffer, vous l'avez dit, qui est une figure du féminisme, qui exerce des responsabilités aujourd'hui, fait du sarcasme en plein procès sur les femmes d'extrême droite. Je trouve que c'est assez déplacé, assez malvenu. Moi, vous savez, j'ai jamais demandé à Claire pour qui elle votait. C'est elle qui m'a parlé de son engagement politique quand elle a décidé de prendre cet engagement politique, et je lui ai dit, on est en démocratie, tu t'engages comme tu veux, avec qui tu veux. Personne n'a à te dire, quand on se bat pour la liberté des femmes, c'est aussi pour la liberté de penser. Vous avez conscience que vous êtes minoritaire dans votre camp quand vous parlez comme ça? Je suis ultra minoritaire, oui, je vous le confirme, je suis un peu seule, mais c'est pas le sujet. Et moi, j'ai envie de défendre ça, parce que je me suis engagée pour défendre les femmes, quel que soit ce qu'elles pensent politiquement. Qu'est-ce que c'est que ce féminisme dans lequel on soutient les femmes à condition qu'elles votent comme nous? Ça veut dire, moi, je devrais soutenir que les femmes qui votent Macron. Claire, elle devrait se sentir solidaire des femmes qui votent Ciotti. Et on ne devrait jamais s'adresser la parole. En tant que femme et en tant que féministe de surcroît, je pense que c'est absolument fondamental de se soutenir sans préalable d'engagement politique. Alors justement, il y a une autre partie de la vidéo, elle est un petit peu longue, mais on va l'écouter justement en longueur et on y revient juste après. Droite serait-elle devenue féministe? Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable! Elle qui ne dénonce jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple, dans les établissements catholiques ou par les curés, tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et évidemment, il s'agit du viol de 2 femmes qui a été commis par une personne qui était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols, sur les crimes commis à notre encontre. Et il y a 3 raisons à ça. Premièrement, quand l'extrême droite fait ce genre de choses, ça leur permet de mettre au centre du débat leur agenda à eux, qui est dénoncer l'immigration, un agenda raciste, un agenda xénophobe. Et donc ça leur permet de parler de ça et de faire en sorte que les médias parlent de ça, de l'immigration, plutôt que de nos viols. Donc on passe en réalité derrière. Deuxièmement, ce que ça va permettre aussi, c'est que ça va permettre de se donner une bonne image, une bonne figure, puisqu'en fait l'extrême droite, on le sait, de tout temps et partout, a toujours été le pire ennemi des droits des femmes. C'est l'extrême droite aujourd'hui dans le monde, de Poutine à Trump, en passant par Mélanie, en passant par l'Argentine, partout où est l'extrême droite, ce sont les droits des femmes qui reculent, concrètement le droit à l'avortement qui recule, les lois contre les violences conjugales qui reculent, tous les sujets d'égalité femmes-hommes en entreprise, par exemple, qui sont dénoncés et qui reculent. Et puis enfin, troisièmement, ça leur permet de nous mettre un petit taquet, voilà, de se dire mais où sont les féministes? On les entend sur CNews. Où sont les féministes? Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur CNews, mais il y a des raisons pour ça. Qu'est-ce qui vous gêne dans cet extrait-là, Marlène Schiappa? Je suis très mal à l'aise parce que moi, j'ai été ministre de l'égalité femmes-hommes, j'ai été ministre de la vie associative, donc j'ai passé beaucoup de temps à soutenir les organisations féministes dans leur ensemble, qui sont souvent attaquées et parfois injustement. Mais là, d'abord, le ton me gêne profondément, le ton de sarcasme. Enfin, quand on a des femmes qui sont victimes de viols, qui font face à leur procès, ça me gêne. Le timing, c'est pendant le procès.
C'est-à-dire c'est au moment où Claire et Mathilde sont dans le procès, font face avec leurs avocats, etc. Ne pas se déplacer, ne pas s'adresser à elles directement pour les soutenir, mais le faire de cette manière, à ce moment-là, avec ce sarcasme-là, ça me dérange. De parler de nos viols pour un procès, c'est pas nos viols. Ce ne sont pas nos viols, ce sont le viol de Claire et de Mathilde, en fait. Donc nous, on peut être là en soutien, on peut débattre, mais les personnes qui sont concernées, ce sont elles. Le sujet n'est pas ma personne, n'est pas sa personne, n'est pas... Voilà, je pense que c'est très important de ne pas déposséder les victimes de leur récit, de leur histoire, de leur combat et de leur procès. Donc oui, ça m'attriste en réalité. Est-ce que comment vous avez reçu cette vidéo justement pour ce procès, puisque c'est vous qui l'avez aussi révélé à travers vos réseaux sociaux? Totalement. En fait, avec Mathilde, alors déjà de base, j'avais fait une lettre ouverte justement chez vous au Figaro pour appeler toutes les associations à venir nous soutenir pendant ce procès, parce que c'était un message à la fois qui devait être assez large pour soutenir toutes les victimes, pour montrer que la justice peut aussi être là, etc. Mathilde avait fait un petit message pour demander à la Fondation des femmes justement de venir. Je pense que Mathilde était la mieux placée parce que non politisée. La Fondation des femmes n'a pas voulu venir parce qu'il y allait avoir des associations dites d'extrême droite. Du coup, ils ont accepté de faire un petit poste de soutien. Sauf qu'en fait, ce poste de soutien s'est transformé en poste juste pour attaquer, pour parler de son agenda politique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément dérangée. En plein milieu d'un procès, c'est une agression en plus, en fait. On est censé être soutenu. On n'a pas besoin de propos déplacés comme ça de la part de certaines femmes qui veulent juste parler comme quoi elles soutiennent toutes les victimes. C'est ridicule. Donc on précise que vous êtes engagé à l'UDR, donc présidé par Éric Ciotti, donc, et vous en êtes d'ailleurs le vice-président de ce mouvement. Est-ce que, Marlène Schiappa, il n'y a pas quand même, quand on entend cet extrait, j'ai trouvé quelque chose d'assez frappant, c'est que, est-ce que, je vous pose la question, le tabou, c'est pas le rôle de l'immigration dans ces agressions, ou à tout le moins le fait d'en parler? Si, aussi, mais d'abord je veux dire ce que Claire le dira pas, parce que j'ai compris qu'elle aimait pas se plaindre, mais qu'il y a eu aussi des vagues de cyberharcèlement. Enfin, je me permets de le dire, Claire, à son endroit, et je trouve que c'est absolument terrible quand vous êtes victime déjà d'un viol qui est un crime, d'être de surcroît victime d'un délit. On sait d'où émanaient les vagues de cyberharcèlement? Honnêtement, il y a eu des militants d'extrême gauche, il y a eu aussi des personnes engagées dans le mouvement féministe, et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais honte d'être féministe, quand je vois que quand une femme parle du viol, on n'arrête pas de dire victime, on vous croit, parler, la libération de la parole, et quand une femme parle, on lui explique qu'elle n'aurait pas dû donner l'état civil de la personne qui l'a violée. Mais au nom de quoi ? Enfin, je suis choquée. Et pour répondre à votre question, donc que je n'élude pas du tout, si, il y a bien sûr un sujet, puisqu'en fait, on voit que dans ce procès et dans cette affaire, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, il y a deux sujets qui se croisent. Le sujet des violences sexistes et sexuelles, qui sont habituellement des sujets plutôt traités par la gauche, historiquement, ou par les progressistes, les macronistes, etc. Et le sujet de l'immigration, qui est plutôt traité, effectivement, politiquement, par la droite, par l'extrême droite, et par certaines personnes dans le camp du centre ou le camp macroniste, pour aller très vite. Et donc aujourd'hui, ces deux sujets se percolent et vous avez des gens qui réagissent par idéologie sur l'un des sujets ou par idéologie sur la question de l'immigration, sur la question des OQTF, et donc qui sortent des automatismes et des éléments de langage. Or, je pense qu'il faut se défaire des idéologies et commencer par l'empathie. Moi, il me semble que si on fait de la politique, c'est parce qu'on s'intéresse aux gens, aux personnes, et qu'il faut s'intéresser à ce que les personnes ont vécu, ce qu'elles ressentent, et les écouter, et pas penser à leur place. Moi, jamais, ça ne traverserait l'esprit de penser à la place d'une femme qui est victime de viol et lui dire « tu vas penser ci, tu vas penser ça ». Enfin, si on se parle, d'abord, je te donne une carte d'adhésion à mon parti. Enfin, je trouve que tout ça me dégoûte, en fait. C'est vraiment le sectarisme, c'est tout ce que je déteste dans les dérives politiques du moment. Je vous cite encore, j'ai honte que ces actions se soient heurtées à la réalité de sa présence et de ce viol. Qu'avez-vous voulu dire par là, pardon? Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai été aussi au ministère de l'Intérieur pendant 2 ans. J'ai travaillé sur cette question de l'application des OQTF et j'en avais pas la responsabilité directe, mais j'ai vu aussi des ministres travailler avec énormément d'énergie, que ce soit Gérald Darmanin, Bruno Retailleau aujourd'hui et sans doute leur successeur par la suite, mais que les actions se heurtent à la réalité. On a cette question du taux d'application des OQTF qui est extrêmement difficile. À la réalité ou une mauvaise volonté ?
Moi, sincèrement, je ne parlerai pas de mauvaise volonté des ministres, en tout cas pour ceux que je... Ah non, je ne parle pas de l'intérieur, mais de toute la chaîne qui doit mener et appliquer la réalité, vous savez, c'est que, et vous la connaissez, c'est que quand vous voulez appliquer des OQTF, il y a toujours des gens pour vous expliquer que ce n'est pas une bonne idée d'appliquer les OQTF. En 2018, en comité interministériel immigration, avec Édouard Philippe, j'obtiens, et le Premier ministre arbitre en ma faveur, le principe d'expulsion des étrangers en plus de leur condamnation. Et je me fais à l'époque vilipender par... également une partie de mon camp pour avoir voulu aborder ce sujet. Donc ce sujet, il est mis au jour aujourd'hui et le fait que Claire en parle, je trouve que c'est important de le mettre dans le débat public. C'est important ce que vous précisez là, Marlène Schiappa, parce qu'il y a une polémique sur les réseaux sociaux. Alors, de l'autre côté, si j'ose dire, quand vous avez pris position et quand vous avez affirmé et annoncé votre soutien à Claire et à Mathilde, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vous demandent, qui vous interpellent, ils disent pourquoi ne pas avoir voulu traiter le problème et voir ce problème quand vous étiez aux affaires, voire même appeler parfois à recevoir des migrants comme les réfugiés afghans. Alors voilà, c'est ma réponse, je l'ai traité, je l'ai fait à la mesure de mon échelle à partir de 2018 et c'est bien justement ce pourquoi je dis qu'aujourd'hui en tant que responsable politique, on peut aussi éprouver un sentiment de honte en se disant, écoutez, nous on a fait des politiques publiques théoriques, on a fait du droit formel, mais le droit formel s'est heurté au réel. Et dans le réel, en fait, ce droit-là n'est pas appliqué et cette personne n'avait rien à faire en France, n'avait rien à faire dans ce hall, n'avait rien à faire ce 11 novembre à violer Claire et précédemment Mathilde. Est-ce que quand vous êtes attaqué à ce problème, en tant que ministre, vous avez été, vous vous heurtez à la réalité, vous dites... Il y a eu un arbitrage d'Édouard Philippe en ma faveur, j'ai été vilipendé. Est-ce qu'il y a eu d'autres blocages ? Bien sûr, il y a des blocages dans les discussions interministérielles parce que chacun a ses tendances, parce que parfois l'idéologie reprend le dessus, mais il y a aussi des blocages dans toute la chaîne d'application. Aujourd'hui, et je vais vous dire, moi j'ai changé après mon passage au gouvernement parce que auparavant, venant plutôt de la gauche, quand je voyais qu'il y avait des expulsions ordonnées, j'avais plutôt tendance à me dire oh là là, c'est pas gentil d'expulser les gens. Je schématise, je m'auto-caricature. Et après mon passage au ministère de l'Intérieur, j'ai compris qu'il y avait des raisons quand on proclamait des OQTF. Je schématise et je caricature aussi très rapidement, mais là, de surcroît, dans ce cas-là où c'est un récidiviste. Donc il y a aussi la question de la récidive qui est un troisième sujet qui vient également se greffer aux deux précédents. Que vous a apporté le soutien de Marlène Schiappa, Claire ? Je me suis dit, enfin une personnalité politique a pu me soutenir, et d'autant plus qui a travaillé, qui a été ministre de l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est un soutien inconditionnel. Parce que je suis soutenue depuis le début par une partie de la société, mais c'est vrai que là, ça élargit encore plus le champ des possibles et je me dis que mon histoire peut rayonner et peut, on va dire, être entendue plus ou moins par tout le monde. En tout cas, je l'espère. On est en train de faire un bon bout de chemin et puis je le vois dans tous les cas avec Marlène, on a commencé à discuter juste après que j'ai médiatisé cette histoire et elle m'a apporté tout le temps vraiment son soutien et ça, je ne remercierai jamais assez. C'est normal. Au-delà de la question de l'immigration, au-delà de la question des violences sexistes et des lectures qu'on peut avoir autour de ces affaires, prendre un peu de champ par rapport à l'horreur que vous avez vécue. Mais il y a une question qui est souvent absente du débat, Marlène Schiappa et Claire, je vous la pose également. Finalement, longtemps, dans l'histoire de la civilisation, et en particulier la civilisation occidentale, la civilisation européenne, le sommet de la civilisation, ça a été le respect dû aux femmes. Est-ce que, et au-delà de ça, ces violences sexistes, ces violences sexuelles, ne sont pas surtout l'expression d'une régression qu'on vit depuis des années et d'une forme de régression barbare? Je pense que là, typiquement, on est dans une analyse politique et on n'aura peut-être pas la même analyse, mais ce qui ne nous empêche pas d'être d'accord sur le reste. Mais moi, je vais vous donner un exemple pour aller dans le sens de la culture. Et vous savez, pour être très honnête, en fait, ça m'étonne tous les jours parce que je me demande toujours comment ont été élevés les garçons, les hommes qui se comportent de cette manière, qui envoient des propos insultants aux femmes sur les réseaux sociaux, qui les suivent dans la rue, voire évidemment qui les violent.
très sincèrement, en tant que humaniste, je me pose toujours la question de me demander comment on en arrive là. Je vais vous dire, on a un autre point commun qui sont des attaches en Corse. Et en Corse, vous avez très très peu de harcèlement de rue, très très peu de violences en direction des femmes dans la rue. Alors il y a des violences intrafamiliales qui existent comme partout, mais c'est un fait, et c'est un fait qui est documenté depuis des années. En Corse, une femme peut sortir le soir, il n'y a pas un homme qui va la suivre, l'agresser sexuellement dans la rue, l'interpeller, la harceler. En fait, ça ne se fait pas. Et on est sur le territoire français, on n'est pas si loin, on est à 1h20 d'avion de Paris. Et pourtant, culturellement, ça ne se fait pas. Donc il y a bien là aussi un sujet d'éducation, un sujet culturel. Enfin, je ne sais pas, Claire, ce que tu en penses, mais il y a une manière d'aborder les femmes et de respecter les femmes qui existe. Totalement, il y a une réelle question de l'éducation, et c'est que en éduquant dès le plus jeune âge aussi, sans pour autant parler des sexualités. Pour moi, à mon sens, on ne doit pas parler de sexualité à son enfant, ou alors avec des mots vraiment très bien prononcés quand c'est le plus petit âge. Mais à côté de ça, il y a une réelle question, je pense, d'éducation, et il n'y a que comme ça qu'on pourra endiguer, en tout cas je l'espère, les violences sexistes et sexuelles, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire dans ce combat, justement, pour lutter contre la violence faite aux femmes et de retrouver un peu ce sens de la civilisation pour défendre la figure des femmes? Aujourd'hui, en tout cas, mes combats sont vraiment l'aide aux victimes, que ça soit leur soutien. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, malheureusement. Je vais vous prendre des exemples, mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de victimes qui sont totalement délaissées après avoir déposé plainte. Moi, je pense qu'il y a une réelle question de prévenir comment faire si demain on se fait agresser, prévenir, éviter des agressions, que ça passe par des cours de self-défense qu'on peut donner aussi avec l'association, et tout simplement après les accompagner au mieux, que ce soit l'État qui les accompagne aussi sur les suivis psychologiques, qu'elles puissent aussi avoir tout simplement des conseils d'avocats et qu'elles soient vraiment très bien encadrées. Marlène Schiappa, juste une question, puisque vous parlez de la Corse, parce que c'est quand même pas une société particulièrement matriarcale. Enfin, on peut avoir un débat sur cette question-là. On va pas lancer le débat maintenant. Mais on va pas lancer À quoi attribuez-vous le fait, justement, que dans la culture corse, qui est une culture méditerranéenne, eh bien, il y a ce respect? Mais vous savez, la culture corse, c'est une culture assez particulière où on a vraiment la notion de respect, elle est extrêmement forte, le respect de la parole donnée. En Corse, quand vous donnez votre parole à quelqu'un, si vous ne tenez pas votre parole, ce n'est plus la peine de ressortir. Il y a vraiment des choses. On respecte les personnes âgées. Vous avez assez peu de personnes sans domicile parce qu'elles sont très aidées. Il y a assez peu d'EHPAD d'ailleurs parce que les personnes âgées sont beaucoup prises à la maison ou dans les villages. Le sens de la famille. Absolument, le sens de la famille, le sens du respect et de la solidarité. Voilà. Pardon, j'ai l'air un petit peu réactionnaire en disant ça, mais c'est nos valeurs et je pense que c'est important. Alors, il se peut que dans ces murs, on vous pardonnera ça. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci beaucoup, Claire Géronimi. Marlène Schiappa, je signale que vous êtes désormais associée de l'agence Tilder et présidente de l'ONG Active. Absolument. Et Claire Géronimi, je signale encore une fois votre podcast Éclat de femmes. Il faut absolument l'écouter, le regarder. C'est très divers, à la fois par les témoignages qu'il y a et puis effectivement les conseils que vous donnez et ce partage et cette libération de la parole et ce partage de la parole. Éclat de femmes. Merci beaucoup et on le retrouve sur le réseau. Merci d'avoir témoigné sur le plateau de Point de Vue et d'avoir eu le courage de venir témoigner sur notre plateau, et bien évidemment on continuera de suivre les conséquences de cette affaire et puis également toute la question autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre toutes les personnes d'ailleurs dans la société. C'est d'ailleurs, on va y revenir à travers une autre affaire maintenant, terrible, tragique, le meurtre de la jeune Shaina, c'était le 25 octobre 2019. Le dernier procès de cette affaire a eu lieu en février. L'avocate de la famille de la jeune fille est avec nous dans un instant. Une famille meurtrie et en colère, comme le confiait le frère de la victime lors d'un précédent procès, l'un des nombreux d'ailleurs dans cette affaire. Franchement, on n'a plus de vie. En fait, elle était assassinée en 2019, fin 2019. Et depuis, on vit jour pour jour. Et moi, j'ai connu une période de dépression. Ma mère, elle, au niveau de sa santé, ça s'est compliqué. Et il y a une perte de travail. Elle est en situation de handicap aujourd'hui.
En fait, c'est pas seulement psychologique, c'est aussi physiquement. Moi, j'ai fait des grosses pelades à l'arrière sur ma tête. Je dors plus de la nuit et c'est vraiment difficile. Depuis 2017, quand ma sœur avait 13 ans et elle a franchi le pas du commissariat pour porter plainte, le mise en examen avec interdiction de se rapprocher, qui se rapproche de Shaina, la tabasse. Ma sœur a eu le temps de mourir. Le procès pour viol a été requalifié en agression sexuelle. Il fallait attendre un verdict près de 7 ans plus tard. En fait, ça a été trop long. Ma sœur a été considérée comme un numéro de dossier, quoi. Et c'est pour ça que j'en veux énormément à la justice. J'en veux énormément à la justice, nous dit le frère de Shaina, et c'est l'un des sujets centraux de votre livre, Negar Haeri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, vous avez été l'avocate de la famille de Shaina. Pourquoi avez-vous voulu écrire maintenant sur Shaina ? C'était devenu essentiel. Il a fallu que j'écrive parce que je suis sortie, il y a eu 5 procès, tous à titre posthume. Shaina était déjà décédée, évidemment, quand je l'ai rencontrée. Vous ne l'avez pas connue, vous l'avez connue à travers le dossier. Oui, 5 audiences à l'issue desquelles je suis à chaque fois ressortie plus affaiblie, plus fatiguée et avec plus de désillusion sur la justice. Et surtout, Shaina, régulièrement, lors de chacun de ces audiences, a été traitée de fille facile. Sa réputation, sa dignité ont été salies, ce qui était assez invraisemblable, avec une espèce de renversement comme ça de la charge. Et ce livre est une dernière tentative, une espèce de dernière plaidoirie globale et définitive pour réhabiliter sa parole et sa dignité. Revenons aux faits. Première affaire, nous sommes en 2017, Shaina a 13 ans, elle est séduite par un garçon de 4 ans plus âgé et qui la piège en la filmant nue, puis en tentant de la violer avec 2 autres garçons, c'est ça ? Il a 14 ans. Il a 14 ans quand elle en a 13. C'est un peu la particularité de toutes ces affaires. Tous les mises en cause sont mineurs. Mais en effet, c'est l'idée. Oui, c'est son petit copain du moment quand elle a 13 ans. Donc ça, c'est la première affaire. Juste pour qu'on comprenne un petit peu les faits, elle se défend. Elle est donc dans un piège dans une clinique désaffectée de Creil et voyant le piège, elle se défend. Elle arrive à appeler son amie qui est quand même venue avec elle parce qu'elle se méfiait un peu et elles vont porter plainte. Elles vont porter plainte, c'est une première plainte. Shaina fait donc ce qu'on conseille à toutes les gamines de faire, à toutes les femmes de faire, à toutes les personnes de faire, c'est-à-dire aller pousser les portes d'un commissariat quand on a été agressé. Shaina a 13 ans à ce moment-là, le soir même, elle se rend au commissariat de Creil et à partir de là, il y a des mécaniques, des biais cognitifs qui vont se mettre en place et qui vont complètement fragiliser sa parole. Et je pense qu'à partir de ce soir-là, elle pâtit d'une incrédulité qu'on lui oppose. Je vous donne des exemples. Au commissariat, auprès de l'enquêtrice devant qui elle dépose plainte, donc à qui elle dénonce des choses terribles qui viennent de lui arriver, on parle d'un viol en réunion, l'enquêtrice, en plein pendant cette audition, note en majuscule sur son PV notons que Shaina ne manifeste aucune expressivité particulière. Donc c'est une phrase qui n'est pas neutre, hein, c'est une phrase qui dénote une forme d'incrédulité que l'enquêtrice lui prête, parce qu'elle doit s'imaginer à ce moment-là qu'une bonne victime, c'est une victime qui pleure, qui crie, qui souffre en racontant ce qu'elle raconte. Là, elle lui prête en tout cas c'est comme ça que ça nous sera opposé par la défense lors des procès, elle lui prête un propos qui est trop neutre, peut-être calculé en fait, qui révèle peut-être un mensonge même. Et propos qui sont également, j'allais dire, appuyés en tous les cas aux yeux de la défense, si je vous suis, par les propos du médecin légiste. Absolument. Juste après, donc toujours le soir de son viol en réunion, elle se rend à l'hôpital auprès de la médecin légiste qui doit examiner son corps. Et donc là, contrairement à l'enquêtrice qui, elle, a une vision tout à fait subjective des propos rapportés par Shaina, voit sur son corps des ecchymoses, voit des griffures, c'est-à-dire des éléments objectifs, des éléments qui viennent, en d'autres termes, valider ce qu'elle dénonce. Pourtant, pour autant, en préambule de son PV, la médecin légiste indique, notons que Shaina se déshabille facilement et qu'elle ne montre aucun signe de honte ni de culpabilité. Alors, encore une fois, si on compare les deux, c'est-à-dire la médecin légiste et l'enquêtrice,
C'est intéressant. L'enquêtrice projette, elle tombe dans les biais cognitifs de la bonne versus mauvaise victime. Donc, c'est des croyances qu'elle projette sur Shaina, des fantasmes, celui de la bonne mauvaise victime, mais ça reste subjectif. En revanche, la médecin légiste, elle, qui pourtant voit des éléments objectifs sur le corps de Shaina, persiste, résiste et indique quand même qu'elle ne la croit pas, que Shaina se déshabille facilement et qu'elle ne montre aucun signe de honte ni de culpabilité. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle montre une forme de résistance comme si elle ne voulait pas croire au discours de Shaina en dépit de ce que son corps montrait. Et ça, c'est quelque chose que j'interroge, malheureusement, je n'ai pas de réponse. C'est 2 femmes, hein. Ce sont 2 femmes. Ce sont 2 femmes. À quoi attribuez-vous que ces femmes ne semblent pas entendre la parole de Shaina? J'ai pas de réponse. J'ai malheureusement pas de réponse. Le livre a beaucoup d'interrogations et pas beaucoup de réponses, parce que c'est des choses... Est-ce que vous avez pu poser la question à ces femmes-là? Non. Je n'ai pas cherché à le faire, et je sais par ailleurs que certains journalistes m'ont rapporté qu'ils avaient tenté de les joindre et qu'aucune d'entre elles n'avait souhaité répondre. Alors maintenant, à leur décharge, je ne suis pas sûre qu'elles aient fait ça sciemment, voire consciemment. Elles n'ont pas voulu faire de mal à Shaina, elles n'ont pas voulu, je pense, expressément porter atteinte à sa parole. Simplement, c'est de l'ordre de biais, et il faut interroger aujourd'hui ces biais. Deuxième affaire pour Shaina, elle a 14 ans et cette fois-ci, elle est passée à tabac par ses agresseurs. Elle a porté plainte donc, pour le viol en réunion à 13 ans. Le mis en cause principal, qui est donc son petit copain de l'époque, est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Shaina. Et pourtant, dans les semaines, mois qui suivent ce contrôle judiciaire, il va la menacer par le moyen des réseaux sociaux. Et 1 an et demi après, lorsqu'il réintègre Creil et qu'il tombe sur elle par hasard, il rameute quelques amis, d'autres amis, et il la passe à tabac. Donc il commet sur elle, cette fois-ci, des violences en réunion extrêmement graves, puisque Shaina va perdre connaissance, elle va se retrouver à l'hôpital à nouveau, et elle va à nouveau, et c'est là que Shaina fait preuve d'un courage absolument immense, elle va redéposer plainte. Et vous dites, au long de votre livre, vous mettez en cause, à l'inverse de Claire Géronimi, vous en voulez à la justice, et en particulier à la justice des mineurs. Alors, la justice des mineurs, c'est une particularité française, c'est une exception française qui est absolument magnifique. L'idée qui sous-tend la justice des mineurs est géniale. L'idée, c'est de donner la chance aux mineurs de s'en sortir, parce qu'on considère que les mineurs sont en construction et que, par conséquent, il suffit de les entourer, de faire appel à des éducateurs qui vont essayer de leur faire comprendre que ce qu'ils ont commis ou ce qu'on leur reproche est quelque chose qu'il faut éviter à l'avenir. Et en général, l'idée, c'est de gagner ce pari. Donc, le principe même du droit pénal des mineurs, c'est un principe qui est fantastique. Le problème, en l'occurrence, c'est que les alertes de certains éducateurs sur ce garçon et sur sa volonté de se venger de Shaina, ces alertes-là n'ont pas été entendues. On n'a pas pris suffisamment au sérieux la parole de Shaina et on n'a pas suffisamment pris au sérieux la soif de vengeance que nourrissait ce garçon au fur et à mesure des semaines et des mois qui avaient suivi sa première mise en examen pour viol en réunion et qui l'a mis à exécution. La deuxième affaire, c'est l'expédition punitive suite à la première affaire. C'est-à-dire que si la première affaire avait été mieux traitée d'un point de vue judiciaire, peut-être que là, on peut répondre à une certaine uchronie et considérer que cette deuxième affaire n'aurait pas eu lieu. La troisième affaire, c'est autre chose, évidemment. Mais la deuxième affaire est intimement liée à la première, et en ça, oui, je pointe du doigt des défaillances de la justice. Vous savez, ce livre, il est quand même étayé. Je mets dedans une analyse quand même assez mesurée, des éléments objectifs. J'essaie d'interroger la justice. Moi, j'ai un très grand idéal de justice. Je crois beaucoup dans la justice. Et j'ai été la première à être particulièrement déçue de ce que j'ai constaté. Il y a une troisième affaire, c'est plus terrible. Déjà, les 2 précédentes l'étaient, et là, on est dans le tragique et dans le sordide. Elle a 15 ans, elle se retrouve enceinte. Et le père de l'enfant lui tend un traquenard avant de la tuer avec une sauvagerie inouïe. Et là, nous sommes en octobre 2019. On est en octobre 2019, et la grande particularité de cette trilogie infernale, c'est que l'assassin, il a été condamné pour assassinat, n'est pas
le violeur de la première affaire, ni le passeur à tabac de la deuxième affaire. C'est ça la grande particularité et ce qui m'a interrogée. Parce que moi, j'ai connu Shaina morte. Ses parents sont venus me voir quelques jours après l'assassinat pour que je les défende, que je défende sa mémoire, dans l'instruction ouverte pour assassinat. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont évoqué avec moi les 2 précédentes affaires. Donc les 2 précédentes affaires qui avaient déjà fait l'objet d'un démarrage de traitement judiciaire, je ne les ai connues qu'à rebours, en fait. Et donc cette 3e affaire, elle est en effet terrible. La particularité, donc, c'est que sur les 3 affaires, vous avez l'affaire 1 et l'affaire 2 qui concernent Monsieur A, appelons-le comme ça, et la 3e affaire concerne Monsieur B. En général, quand vous avez comme ça une succession d'affaires qui aboutit à un assassinat, à un meurtre, avec une défaillance en filigrane de la justice, c'est un mis en cause qui est en général le conjoint, le mari, le compagnon, l'ex-compagnon d'une jeune femme qui à plusieurs reprises porte plainte contre ce même individu pour des violences, qui n'est pas entendu par la justice, ou partiellement, et qui finit par se retourner contre elle. Là, dans le cas de Shaina, c'est autre chose. L'agresseur sexuel, puis l'auteur des violences, n'est pas le même auteur que l'assassinat. Donc ça, c'est une grande particularité. Donc vous l'avez dit, c'est Shaina qui, une fois de plus, se relève de ses précédents drames et qui réinvestit les quartiers de Creil, qui réinvestit sa vie sentimentale. Elle tombe amoureuse d'un nouveau garçon dont elle tombe enceinte. C'est une grossesse qui est tout à fait embryonnaire au sens propre comme au sens figuré. Et il y a sans doute une discordance entre la volonté de garder le bébé ou non. Alors qu'elle s'apprête à le rencontrer dans un cabanon, probablement pour le convaincre de garder le bébé, lui répond par des coups de couteau, ensuite verse sur elle de l'essence et met le feu à son corps encore haletant. Shaina était encore vivante au moment où elle est brûlée. On en est sûr. On en est sûr. Pourquoi les peines auxquelles ont été condamnés les auteurs des différents crimes et délits de cette affaire vous indignent ? Alors, c'est pas tant les peines qui m'indignent. La question, en tout cas pour les 4 premiers procès, c'est-à-dire les 2 procès de la première affaire et puis les 2 procès de la deuxième affaire, la question de la peine ne s'est pas vraiment posée. De toute façon, ils étaient mineurs, primo-délinquants, comme on dit, en tout cas dans la première affaire. Donc, on s'attendait à ce que les peines ne soient pas très importantes. Et pour la dernière affaire... pour des faits quand même qui sont graves. Pour des faits qui sont graves. Alors, encore une fois, là, on rentre dans le débat de la justice des mineurs. Moi, le constat assez contre-intuitif sur lequel je suis tombée en m'intéressant à cette affaire, en essayant de la comprendre et en interrogeant aussi mon amertume, qui n'avait cessé d'augmenter au fur et à mesure des procès, c'est que une bonne justice, c'est pas une justice nécessairement qui atteint le résultat escompté. Nous, évidemment, on souhaitait la condamnation des mises en cause, mais derrière cette condamnation, on souhaitait surtout la réhabilitation de la parole de Shaina, qui n'avait cessé d'être remise en question. Ça, on l'a eu. On a eu la réhabilitation judiciaire de la parole de Shaina, on a eu la condamnation de ces mises en cause, en tout cas des 2 premières affaires. Donc, la question du quantum de la peine, si vous voulez, ne nous a pas tellement dérangés. En revanche, ce qui nous a heurtés, c'est l'indifférence apparente des magistrats lors des différentes audiences. Il y a eu une exception avec un magistrat formidable. Elle était apparente, Négareri, mais est-ce qu'elle était réelle ? Ah mais ça, je peux pas la sonder plus que ça. En tout cas, c'est cette apparence-là qui nous a frappés et qui nous a beaucoup dérangés. C'est-à-dire que je pense que les magistrats n'ont pas compris le calvaire judiciaire qu'avait subi Shaina. C'est très violent d'être une victime. C'est des gens intelligents, ils comprennent. C'est compliqué qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou bien est-ce qu'ils se protègent par rapport à la défaillance d'une institution ? Je peux pas croire qu'ils aient eu le comportement qu'ils ont eu sciemment, consciemment. Ça, je peux pas l'admettre. Je pense qu'il y a un problème de formation, il y a un problème d'empathie. Alors, à leur décharge aussi, les 3 affaires étaient disjointes. C'est-à-dire que les magistrats en charge de juger la deuxième affaire n'avaient pas sous les yeux l'ampleur de la première affaire. Donc peut-être aussi qu'ils n'ont pas compris ce que moi j'ai compris parce que j'étais l'avocate. Ce qui est quand même important, c'est les acteurs. Les acteurs sont les mêmes. Les acteurs, il y a un acteur qui est commun à la première et à la deuxième affaire. Qui est le lien entre les 2 affaires. Mais je suis d'accord.
Elle a été très courageuse, beaucoup lui ont fait payer cette liberté. Si Shaina avait été agressée par un Guy Georges, alors on l'aurait pleuré. Un Guy Georges, c'est cet assassin violeur multirécidiviste. Elle conclut, elle est une sorte de figure martyre pour nous tous, pour qu'on prenne enfin ces questions des violences sexuelles et sexistes au sérieux. Franchement, vous pensez que c'est pas le cas aujourd'hui ? Écoutez, je vous ai cité, moi je termine ce livre en reprenant la phrase que j'avais dite à la sortie du procès pour assassinat. La justice se fout des violences faites aux femmes. C'est le sentiment que j'ai eu. Peut-être que on vient d'avoir quand même la démonstration différente juste avant votre interview. Alors peut-être que Shaina a concentré des personnes qui, à un moment de leur vie, n'ont pas voulu faire attention à elle. Moi, je veux bien émettre ce doute-là. Simplement, c'est assez extraordinaire comme concentration d'indifférence. Certains avocats et juristes ont critiqué la surmédiatisation de cette affaire. Alors ça, c'est absurde. Je pense que c'est un élément de défense, surtout pour la défense. Cette affaire a été bien moins médiatisée que d'autres. Vous avez là, sous vos yeux, l'affaire Jubilard. Jamais il n'y a eu cette queue pour assister, ou en tout cas pour soutenir les parents de Shaina. L'assassinat de Shaina n'a pas fait à l'époque l'objet d'une très grande médiatisation. En réalité, cette médiatisation a débuté à la fin de l'instruction, donc 2 ans après son assassinat, lorsque Lorraine de Fouché a eu l'intelligence d'écrire un article, Consoeur du Monde, très intéressant, qui faisait le lien entre les 3 affaires. En réalité, ce qui a bouleversé l'opinion publique, c'est le lien, la succession des drames. Le féminicide de Shaina, non, n'a pas été particulièrement médiatisé. Et je voudrais quand même préciser un point. Pour cette surmédiatisation, il ne faut pas confondre la cause et les conséquences. La raison pour laquelle les journalistes se sont intéressés à cette affaire, c'est qu'elle était extraordinaire par sa succession de drames. Et il ne faut pas, à un moment donné, confondre les choses et se dire que c'est parce que l'affaire a été surmédiatisée qu'elle en est devenue extraordinaire. Pardon d'avoir la question comme ça, mais moi je vous ai lu avec attention et effroi. On est au-delà d'un sexisme pur et dur, d'une affaire de violence sexuelle. On parle de crime d'honneur, de famille au rigorisme religieux. Pardon, mais une famille intégriste catholique ou juive ou française ne pousse pas au crime d'honneur. Oh, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que ça ne répond pas à la bonne question que de circonscrire ce genre de crime à une certaine confession religieuse. Je vous l'accorde. Par contre, ce qu'il y a dans la médiatisation, la surmédiatisation, dans la vraie ou fausse surmédiatisation, c'est un point qui n'est pas abordé. C'est une question qui n'est pas abordée, comme si c'était une question taboue. Or, quand même, il y a une question qui vient. Effectivement, on est frappé par le manque d'empathie des enquêteurs. On a l'impression que c'est un truc, ça passe, ça vient, et c'est ce qui vous indigne. Mais la question du choc culturel, elle est à aucun moment posée. Or, quand même, ce que dit l'assassin de Shaina, enfin ses copains lui disent t'es avec une pute, ça manque à l'honneur. Enfin, il y a quand même et ça en finit en crime, avec un crime particulier commis de façon particulièrement odieuse. Parce que dans l'affaire, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une préméditation, en fait. Bah bien sûr, c'est une préméditation. L'assassin c'est pas de rage. Elle allait récupérer de l'essence. Donc l'essence suppose... Le mode opératoire suppose évidemment la préméditation. Alors, évidemment que vous soulevez une question intéressante. Moi, ce que j'ai fait là, dans ce livre, c'est poser sur la table un cas pratique. Parce que mon travail m'a amené à m'intéresser à cette affaire et à essayer de comprendre ce qui n'a cessé de m'interroger pendant les 5-6 années où j'ai travaillé sur cette très très longue procédure judiciaire. Maintenant, moi, j'entre par la porte micro et j'attends que les uns et les autres s'emparent de cette question au point de vue macro. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que je mets aussi en évidence dans ce dossier qui termine évidemment par le pire des crimes, c'est-à-dire l'assassinat, c'est un discrédit jeté à la parole. Et dans cette palette de discrédit jeté à la parole d'une femme, d'une victime, Shaina... D'autant plus paradoxal aujourd'hui. D'autant plus paradoxal, et Shaina cumule quand même plusieurs vulnérabilités. Il y a aussi la médecin légiste, l'enquêtrice, c'est-à-dire des femmes qui ne font pas partie de la sociologie du plateau de Creil.
Eh bien justement, on regarde. C'est pour ça qu'il faut lire absolument votre livre, qui est un livre glaçant et bouleversant, mais vraiment à lire. La jeune fille et la mort, c'est à pleurer, mais aussi à méditer, et c'est aux éditions du Seul. Merci beaucoup, Negara Ehri. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.